Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer votre association, ce qu'elle fait concrètement? Et puis tout à l'heure, excusez-moi, je vais peut-être vous couper lorsqu'on aura un invité en direct, parce que c'est les aléas du direct. Et comme on a un décalage de 30 minutes et qu'il faudra couper pour la Eden, on devait démarrer à 21h pile. Et il y a eu cette petite péripétie technique. Donc rappelez-nous un peu les bases. Free Serial League, pour moi, c'est d'abord un groupe de personnes et un site internet. Alors dites-moi plus de choses. Alors en fait, les gens ici se sont réunis pour aider la cause syrienne. Hein. Il y a énormément de morts actuellement en Syrie. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. On a dépassé la barre des 100 000 morts. On a passé largement la barre des 100 000 morts. La barre des 100 000 morts, en fait, c'est une barre officielle. Mais officieusement, il y a beaucoup de personnes en Syrie qui ne sont pas recensées, qui n'ont pas de carte d'identité. Les corps qui n'ont pas été reconnus ne sont pas considérés comme morts. Donc la barre des 100 000 morts est largement dépassée. Free Serial League, elle œuvre pour aider les survivants, pour aider les gens à survivre. Donc il y a déjà eu plusieurs actions menées par notre groupe. Il faut savoir qu'il y a énormément de groupes qui aident les Syriens, il n'y a pas que notre groupe. Nous, de notre côté, on se focalise énormément sur la région. Il y a eu des aides qui ont été faites à Alep, il y a eu des aides qui ont été emmenées donc médicales, il y a eu des dialyses, il y a eu des véhicules qui ont été mis en place. D'accord. Je te coupe comme prévu, excuse-moi, et on va continuer par rapport à ça. On a quelqu'un qui appelle en direct. Oui, allô? Oui, vous êtes en direct? Non, moi j'appelle oui. Arodati. Oui, bonjour monsieur Arodati. On vous attendait, merci de prendre le temps de nous appeler. On a eu un petit problème technique, on s'en excuse. Non, donc, c'est pas grave. Vous êtes en direct, là, des milliers de personnes vous écoutent. Merci à vous d'être là et on souhaitait que vous nous expliquiez de façon générale la situation. Vous pouvez peut-être vous présenter d'abord et puis... Allez-y. Donc, vous voulez que je me présente ou oui, vous présentez? Allez-y. Je suis syrien, bien sûr, établi en France. J'étais l'ancien directeur général adjoint de l'Institut du monde arabe et je suis écrivain et traducteur et voilà. Et activiste, bien entendu, pour la Syrie. Oui. Merci pour cette présentation. Vous êtes modeste, mais on sait que vous avez un gros CV, que vous avez été élève de prestigieux professeurs et que vous nous faites l'honneur de votre participation. Alors, est-ce que vous pouvez, avec des mots simples, expliquer aux milliers de personnes qui nous écoutent, aux auditeurs, le panorama de la situation? Oui, il faut en fait commencer par un petit rappel historique. C'est au mois de mars 2011 que un certain nombre d'enfants dans la ville de Daraa, au sud de la Syrie, ils ont écrit influencés par ce qu'ils entendaient des révolutions du printemps arabe en Tunisie et en Égypte, que Jacques Doria Bachar, c'est-à-dire votre tour est venu au Bachar. Ces enfants ont été conduits dans les bureaux de services de sécurité. On leur a fait subir des douleurs impossibles. On a enlevé leurs ongles et on les a, comment dirais-je, frappés. Et on a en plus humilié leurs parents lorsqu'ils sont venus les chercher. Cela a été le déclenchement de ce qu'on appelle aujourd'hui la révolution en Syrie. En fait, c'était au départ une révolution pour la dignité, pour reprendre la dignité, et pour une liberté qui a été bafouée pendant 40 ans de gouvernance d'une famille qui est proche plutôt d'être un mafieux que d'une gouvernance en bonne et due forme d'une république qui se respecte. Voilà le déclenchement. Cela a été, bien entendu, au lieu de traiter ce problème comme il faut, le régime a choisi la solution de force, la solution dite sécuritaire, et sans attendre, ce mouvement a trouvé ses échos dans toutes les villes de la Syrie, y compris à Damas, et bien entendu, c'est là où ça a commencé. Cette révolution a été complètement pacifique, et pendant 6 mois, il n'y avait rien
qui prêtent à penser que c'est une révolution armée, y compris le Bachar al-Assad lui-même, qui a reconnu, un an après, que cette révolution a commencé pacifique. Seulement, les emprisonnements, la solution militaire qui a été choisie par le régime pour mater cette révolution a fait que des dissidences au sein de l'armée de la Syrie se sont formées petit à petit. Ils sont arrivés à faire, bien entendu, ce qu'on appelle aujourd'hui l'armée de la Syrienne libre. Cela, bien entendu, est devant la réticence, les hésitations des puissances extérieures, aussi bien régionales qu'internationales. Cela a permis de voir la situation en Syrie empirer de plus en plus. Et on a vu petit à petit l'entrée sur la scène des groupes armés, des groupes islamistes très extrémistes, qui n'ont rien à voir avec les objectifs que les Syriens, au départ, ont cherché à faire entendre, à savoir un État démocratique, à savoir un État où les Syriens, les individus soient respectés, à la fois où les Syriens puissent jouir d'une liberté et avoir leur dignité. Et puis, voilà, que ces objectifs ont été matés pour le compte des puissances et des agendas extérieurs. Des puissances régionales comme l'Iran est entré en jeu, et son vassal au Liban, Hezbollah, qui aussi est entré et physiquement et matériellement en jeu sur la scène de ce qu'on appelle aujourd'hui la guerre en Syrie. Et bien entendu, tout ça pour changer, pour complètement transformer qui a souffert depuis et qui souffre depuis 40 ans d'un régime de dictature, d'un régime où le père a fait hériter son fils de la présidence de la République. Alors, bien entendu, ce régime a été le créateur de ce qu'on appelle les républiques héréditaires. Et bien entendu, aujourd'hui, on se trouve dans une situation tellement compliquée et que on a oublié qu'au départ, c'était la révolution d'un peuple, et que pour dire aujourd'hui que c'est une guerre civile, pour dire aujourd'hui que l'armée libre, ce sont des extrémistes islamistes, etc., qui ne méritent pas d'être aidés, et pour que le peuple syrien subisse, bien entendu, tout ce qu'on peut imaginer d'extraction. Aujourd'hui, il y a 5 millions qui sont émigrés, que ce soit à l'intérieur de la Syrie qu'à l'extérieur. Il y a au Liban, en Jordanie, en Turquie, des Syriens qui ont dû quitter leur maison. Aujourd'hui, il y a environ 1 million de foyers complètement détruits. On n'a pas encore fait la statistique des villes et des villages entièrement détruits. Aujourd'hui, tous les symboles en Syrie historiques, c'est un pays aussi de 5 000 ans, de 7 000 ans d'histoire, avant l'islam et après l'islam, qui est complètement détruite. Aujourd'hui et encore hier, c'est le tombeau de Khaled ibn al-Walid qui a été complètement ravagé, et sa mosquée aussi, où il est enterré à Homs, bien entendu, sans parler de la mosquée Omeyyade d'Alep, sans parler des églises et des monuments historiques extraordinaires, mais bien entendu, au-delà de tout ça, il y a aujourd'hui plus que 100 000 morts, plus que 300 000 prisonniers politiques, et puis, bien entendu, toute cette jeunesse
qui paye de sa vie le prix de la liberté qu'il a demandé, qu'il a réclamé, qu'il a revendiqué. Voilà. D'accord. Merci pour ce panorama qui était vraiment très complet. Pour conclure, très synthétiquement, je vous demande vraiment en quelques mots, est-ce que vous pouvez dire comment vous voyez l'issue, comment vous voyez l'avenir proche? C'est très compliqué, cher ami. En fait, moi je suis optimiste parce que on ne peut pas faire obstacle à la révolution d'un peuple. Mais cela va prendre beaucoup de temps parce qu'il y a des puissances extérieures qui sont en train de jouer du peuple syrien pour leur propre agenda. Que ce soit l'Iran pour défendre sa position dans la région et ses objectifs de dominer la région. C'est la Russie qui négocie bien entendu d'autres problèmes avec l'autre grande puissance qui sont les États-Unis. Et puis l'Europe qui semble bien entendu une puissance armée ne peut rien tant que les États-Unis n'ont rien décidé sur ce sujet. Et c'est la raison pour laquelle le peuple syrien va continuer à payer le prix. Mais je peux dire que on n'a jamais vu la révolution d'un peuple qui soit maté à la fin. C'est un régime ahistorique, c'est-à-dire contre l'histoire, et c'est la raison pour laquelle il est condamné à disparaître simplement. Malheureusement, c'est au prix de beaucoup de sacrifices et de sacrifices de ce peuple martyr qui est aujourd'hui le peuple syrien. D'accord. Merci. On terminera avec ces mots. Un grand merci à vous et on espère que beaucoup d'auditeurs ont pu avoir un panorama parce que c'est compliqué de comprendre la situation et on peut l'expliquer avec des mots simples. Les enjeux de pouvoir, les enjeux géopolitiques, et vous l'avez très bien fait avec beaucoup de pédagogie. Merci beaucoup. On vous remercie et on vous souhaite une bonne soirée. Merci, bon courage. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Donc à vous la parole, je rappelle www.freesyrialille.fr pour faire des dons. Si vous êtes actuellement en train de nous écouter, si 100 personnes pouvaient mettre sur leur page Facebook freesyrialille.fr, ça serait vraiment bien, ça pourrait augmenter le trafic sur le site. N'hésitez pas à faire des dons. Donc là on prend plus d'auditeurs, on vous laisse la parole avant de laisser l'Eden. Donc continuez, donc j'ai bien aimé l'exposé, il est assez clair, il a exprimé un peu la situation qui est complexe mais qui est quand même lisible. Et on est là pour soutenir le point de vue maintenant humanitaire par rapport à ce que vous faites. Donc vous êtes bien apolitique, voilà. freesyrialille.fr. Si 100 personnes qui nous écoutent peuvent aller sur Facebook ou envoyer des mails avec ce site internet, ça peut nous rendre service par rapport au trafic et par rapport à l'occasion de faire des dons. Voilà, il faut savoir, comme il l'a précisé, qu'il y a un enlisement qui se passe dans le monde des gouvernements et qu'il n'y a que nous, citoyens, actuellement, qui pouvons agir. Donc on a besoin de vous, auditeurs, aussi. Vous faites partie des citoyens. On est tous des citoyens du monde, qu'on le veuille ou pas. Nos frères syriens, ce sont nos frères aussi en France. On est tous liés, donc on a vraiment besoin de vous. Après, il y a beaucoup de martyrs, sachez que dans chaque famille maintenant, il y a plusieurs martyrs, il y a plusieurs morts. Quand on parle de martyrs, ce sont des morts. Et effectivement, pour les familles, c'est difficile. Il y a plus les hommes qui étaient là pour alimenter leur famille avec leur travail n'ont plus de travail. Le pays est détruit. Le pays est détruit. Il n'y a plus de domicile. Il n'y a pas de nourriture. Il n'y a pas de lait pour les enfants. Il n'y a pas de médicaments pour les soigner. Donc on a besoin de vous. Donc www.freesyrialille.fr, qu'est-ce que tu peux ajouter pour compléter Moi, ce que je voulais dire d'abord sur l'intervention de M. Arodaki, c'est que déjà c'est un exposé assez complet et je pense qu'il était bien exhaustif. Et je crois que le point le plus important qu'il a précisé, c'est que justement la révolution, ça a commencé par être quelque chose de pas du tout religieux en fait. C'était vraiment purement pour la dignité et la liberté. Je rappelle une anecdote, lorsqu'ils ont fait ce tag et qu'ils ont été torturés, violemment, on a torturé des enfants. Quand les mères sont venues, il y a cette phrase qui résonne, qui a fait le tour du monde. C'est que lorsque les services de les services de sécurité de Bachar al-Assad ont vu les mamans arriver, ils leur ont dit dégagez
Et on est venu récupérer nos fils, c'est ce qu'elles ont dit, et ils ont dit, si vous voulez, venez, on va vous en faire d'autres. Voilà. Et elles sont rentrées dans le village avec ces paroles-là, et quand on connaît la place de la femme dans les sociétés arabo-musulmanes, la dignité, la pudeur, lorsque les femmes ont été humiliées à ce point-là, ça a créé un sentiment de haine très très rapidement. C'est vrai que la manière dont a réagi le gouverneur et le régime, disproportionné, c'était complètement idiot, parce qu'à l'origine, enfin même quand les révoltes ont commencé, les premières manifestations ne demandaient pas la chute du régime. C'est la répression qui a été faite qui a provoqué la demande du chute du régime. Et M. Arruda disait que pendant plus de 6 mois, il y avait eu des manifestations qui étaient purement pacifiques. Il faut préciser que pendant ces 6 mois, on avait quasiment 50 morts par jour. C'était des manifestations qui étaient réprimées par les armes. Et la Syrie est un pays qui a une réputation extraordinaire, en plus des 7000 ans d'histoire. Cham, c'est le pays des pacifiques, le pays des poètes, le pays des gens cultivés, le pays des gens pieux. C'est vraiment un pays qui a une noblesse qui est millénaire. Et aujourd'hui, ce pays-là est complètement détruit. C'est extrêmement affligeant quand on voit les mosquées, parce qu'il y a des mosquées magnifiques qui sont en Syrie, qui sont détruites. Il y a 2 mois, il y a un minaret qui avait plus de 1000 ans, qui a été détruit, et aujourd'hui, quand on voit la tombe de Khaled ibn al-Walid, qui est recouverte de décombres. La mosquée de Khaled ibn al-Walid, fi Homs, elle est extrêmement connue, et vous avez le tombeau qui est recouvert, je regardais la photo encore hier, il est recouvert de décombres, de morceaux de bois et de parpaings. Avant de couper, parce qu'il nous reste 3 minutes avant la pause, parce qu'on doit tenir un calendrier très précis, après on aura plus de temps pour discuter. Qu'est-ce que tu peux ajouter? Je rappelle, moi, je vais le répéter, je vais faire le perroquet, www.freesyrialil.fr. Si vous pouvez envoyer des SMS, des mails et forwarder sur les pages Facebook pour que ce soit viral, faites un don, c'est très important, aussi minime soit-il. Moi, ce que je voulais dire simplement, c'était que, donc, quel que soit notre point de vue, en fait, finalement, sur est-ce qu'on est avec Assad ou contre Assad, etc. Nous, on est une association humanitaire. Il y a des enfants qui ont faim, qui sont ni avec ou contre Assad. Il y a des orphelins, il y a des malades. Donc, nous, c'est ces gens-là qu'on va aider avec vos dons. Donc, les enfants qui sont innocents, ils ont rien à voir dans cette histoire. Et voilà. Donc, www.freesyrialil.fr. On a apporté l'élément politique. Maintenant, il y a une explication au niveau de la situation humanitaire qui est catastrophique. On a un pays qui est à genoux, pour ne pas dire complètement détruit. Et on vous invite à faire des dons. www.freesyrialil.fr. Nos partenaires historiques comme le Secours Islamique font aussi un travail en Syrie. On salue nos frères turcs. Et la communauté turque ici dans la métropole est très importante. On salue l'honneur et la dignité avec laquelle le gouvernement turc reçoit plus d'1 million de Syriens sur la frontière, et la situation des réfugiés est très compliquée. Et pendant cette période du Ramadan, le comportement du gouvernement turc est à souligner, on voulait le dire. Donc www.freesyrialil.fr. Il reste 1 minute avant que Farouk n'envoie le jingle. Est-ce que quelqu'un souhaite ajouter? Oui. Je voulais rajouter qu'on travaille avec plusieurs associations qui nous aident également. Par exemple, pour une Syrie libre, d'autres Free Syria, parce que nous on est spécialisé à la région lilloise. Il y a Hajar, ASCL, etc. Très rapidement, quelques secondes. La communauté syrienne dans le nord, ça représente combien de personnes? Et il y a du monde? C'est quelques familles, hein, c'est pas et des étudiants à part, mais on n'est pas énormément. Ça doit être en réalité une centaine, quoi, à peu près dans le nord. Mais plus importante que la communauté syrienne en Normandie. On fait pas la comparaison, ça doit être la même chose. Oui, je pense que c'est une boutade parce que le frère est en vadrouille du côté de la Normandie. Du coup, profitez juste des doigts pendant ce moment précis pour nos frères en Syrie qui n'ont rien à manger actuellement. Voilà, n'oubliez pas les doigts, n'oubliez pas de faire un don, et ce moment où vous allez ouvrir la bouche pour y mettre une date ou alors prendre une gorgée d'eau est un moment extrêmement important où vous êtes dans un moment de spiritualité et donc de fraternité. Vous devez penser à toutes ces personnes qui n'ont pas l'occasion de faire le même geste que vous. Voilà, donc merci. freesyrialil.fr. Merci à M. Arodaki tout à l'heure grâce au contact de Ali qui nous a fait un exposé pour expliquer la situation, et on est de tout cœur avec le peuple syrien. On va lancer le jingle. Je remercie Farouk
et Mustapha qui est à la technique. Et puis, taqabbalna minna wa minkum, hafturkum, comme on dit à Roubaix, et puis à tout à l'heure pour la suite de l'émission. 22h passées de 22 minutes, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, en direct sur Pastel FM. Je rappelle qu'on a eu un petit problème technique au début d'émission et que ça s'arrange. On est dans une soirée solidarité spéciale Syrie avec Bayana, salam alaikum. Alaykoum salam, c'est Bayana. Bayana, smahli, j'ai rajouté un A, j'ai rajouté le A de Oussama et Oussama. Donc j'ai deux Oussama avec un A et Oussama avec un A. Bienvenue, donc on a dit qu'à Roubaix, et on vient d'écouter 3 spots sur la solidarité, on fait un salam à tous nos frères de la énergie qui font un super boulot. On fait un salam à Mélissa qui est une épicerie solidaire, et puis Roubaix est connu pour être une ville de la solidarité. Donc sur Pastel on accueille Free Syria Lille, je rappelle www.freesyrialille.fr pour faire des dons. Et je vous rappelle, envoyez des SMS, des mails ou mettez sur Facebook cette adresse web, et l'idée c'est de faire un don, 1 euro, 2 euros, 100 euros, 200 euros, 500 euros, tout ce que vous pouvez faire, faites-le, parce que la situation est dramatique en Syrie, et Free Syria Lille fait un gros travail. Avant que des personnes n'interviennent, Bayan, tu voulais préciser quelque chose avant que des personnes, et qui va intervenir en même temps, tu peux nous expliquer? Donc moi je vais juste faire un bref rappel, un historique de ce qu'on a déjà pu faire pour la Syrie, une action aussi petite soit-elle. On a déjà pas mal travaillé, donc on a déjà financé, aidé le village de Soran dans la banlieue de Halab au nord de la Syrie à remettre, à rendre fonctionnel leur centre de radiologie avec tous les consommables, les bains de radiologie, des cassettes, etc. Et on a pu aussi leur permettre de refaire fonctionner leur laboratoire d'analyse afin pour faire de l'analyse sanguine, bilan d'urine, etc. Donc ça, c'est les 2 premières actions qu'on a pu faire. Maintenant, ça remonte à plusieurs mois. Et donc là, récemment, on a, en partenariat avec Hajar, on a envoyé un camion rempli de vêtements pour les adultes, les enfants, notamment pour l'Aïd qui approche, n'oublions pas. Et donc le camion qui servira d'ambulance, qui servira à transporter du matériel, etc. Donc voilà un petit peu les actions qu'on a menées jusqu'à maintenant. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire qui va appeler tout à l'heure? Alors là, il y a une personne qui va appeler de Syrie. C'est la personne qui a justement conduit ce camion qui vient d'arriver hier, justement, en Syrie. Et il est passé par où? Il est passé, ils sont passés par la France, ils sont arrivés jusqu'en Italie. Ils ont pris le bateau jusqu'en Grèce. Et de Grèce, ils sont passés par la Turquie pour arriver jusqu'en Syrie. Donc c'est assez long. C'est un sacré voyage, effectivement. Donc voilà. D'accord. 22h passées 32 minutes, www.freesyrialille.fr. Bayan vient de vous dire en 3 mots comment on fait pour envoyer un camion, un smirmorque, qui traverse l'Europe, une partie de la planète, pour arriver en Syrie. C'est vraiment d'une efficacité incroyable. Vraiment, je suis en admiration. Oui, Faro. D'accord, Madame Moufti, d'accord. Oui, allô? Oui, allô? Salam alaikum. Vous êtes en direct sur Pastel FM. Allez-y, on vous écoute. السلام عليكم. أنا مدام ميمونة مفتي سورية أعيش بفرنسا من 30 عام. راح أتكلم باختصار عن نقطتين عن الوضع السوري في سوريا وعن وضع المرأة في سوريا. راح أحاول أختصر على قد ما أقدر. سوريا كانت في فترة الخمسينات كانت تعيش حياة حلوة ومزدهرة من الديمقراطية والبرلمانية والحرية والعدالة والمساواة بين جميع أطياف الشعب السوري، وما كان عندنا أي فروق بين الأديان والطوائف، حتى جاء هذه العائلة واختطفت مننا أحلامنا الجميلة وحولت سوريا كلها إلى مزرعة والشعب السوري عبيد عنده. هذا وقد سلب الأموال والممتلكات الشعب. هذا نتيجة الظلم اللي وقع على الشعب، فالشعب أصبح فقير متشرد. فلهذا انتفض الشعب السوري بكل أطيافه، بكل أديانه، بكل الديانات، انتفضت وتطالب بالحرية والعدالة والمساواة. فكانت النتيجة ما نراه الآن من القتل والدمار والتشريد والتجويع. فالشعب في العراء في الصحراء دون ماء.
دون تدفئة دون أكل. حتى في الآونة الأخيرة بدأوا يأكلوا القطط. تخيلوا أنه بدأوا يأكلوا القطط لعدم وجود أي شيء ليأكلوه، ويأكلوا الحشيش. بعض الأخوة قالوا أنه يأكلوا العشب لأنه لا يوجد لهم أي شيء، وبعضهم مات من الجوع ومات من العطش. أختي من فضلك دقائق الأخ غادي يترجم باللغة الفرنسوية وإن شاء الله. Ce que la sœur a dit en fait, c'est que avant les années 50, donc la Syrie vivait libre, vivait avec dignité, vivait avec sans façon en fait de comparaison entre les cultures, entre les religions. Tout le monde vivait en un même groupe, on ne sentait pas la différence. Ensuite est venu au pouvoir le parti Baas, avec la famille Assad qui a commis des massacres, des tortures, etc., qui a créé un système de confessionnalisation. Et par la suite, donc, on est arrivé à ce qu'on est arrivé aujourd'hui au niveau de la révolution, un massacre de tout un peuple. Et on est arrivé avec des gens qui maintenant vivent dans le désert, qui n'ont plus rien à manger, et où on est en train de faire des fatwas pour manger des chats. Voilà. Et même الدواء غير موجود، المستشفيات قصفت، لم يعد موجود أي شيء. حتى المياه سمموا المياه ليقتلوا الشعب. كل هذه الحصيلة المروعة يعني خلفت الآلاف والآلاف من القتلى والجرحى والمعاقين والمهجرين. أكثر من 120 ألف قتيل وأكثر من 120 ألف جريح، ونصف مليون سوري معاق دون أي رعاية لعدم تمكنهم من العلاج. لا يوجد أي علاج ولا أي إمكانية للعلاج. 4 مليون لاجئ خارج سوريا وحالتهم يرثى لهم، ونفس الشيء 4 مليون لاجئ داخل سوريا لا يوجد سكن، ديارهم قصفت وهم يعيشون في العراء، ويوجد أيضا 4 مليون معتقل و85 ألف مفقود لا نعلم شيء عنهم. شكرا أختي. شكرا. Donc tu peux traduire et puis on va passer à un autre auditeur. Barakallahu fik Orti. Parce qu'on a d'autres auditeurs qui doivent appeler en direct de Syrie, donc on a bien pris le témoignage. Le frère va. Est-ce que vous pouvez conclure une dernière phrase? كل يوم سوريا في 8 أطفال يقتلوا، يعني 6000 امرأة قتلت، وأكثر من 50 صحفي قتلوا، ومعتقل كل 4 دقائق، وجريح كل 10 دقائق، ومفقود كل 13 دقيقة، وقتيل كل 15 دقيقة. هذا إضافة إلى التدمير البنية التحتية لسوريا كالمصانع والمعامل والمخابز المدارس المستشفيات. هذا ما كل ما أريد. وأريد أن أذكر أيضا أن المرأة السورية باختصار أن لها دور هام في الثورة السورية، ليست أقل عن دور الرجل. لقد عانت وما زالت تعاني، فهي تودع زوجها وتشجعه للخروج بالمظاهرات السلمية، وتدفن ابنها الشهيد بيديها لأنها طالبت بالحرية، وتساعد في ترتيب المظاهرات السلمية من لافتات وإعلام، وتخرج بالمظاهرات وتساعد الجرحى والمحتاجين. ويوجد بالمعتقلات الآلاف من النساء داخل السجون يعانون أشد أنواع العذاب من الاغتصاب وشتى أنواع الإهانات. أناشد وأنادي حقوق الإنسان أن يسمعوا أصواتنا ومعاناتنا ليساعدوننا لهذا الوضع المأساوي. أرجو أن يسمعوا أصواتنا. لن يهدأ الشعب السوري إلا بزوال هذا النظام الطائفي واسترد حريته. عاشت سوريا حرة أبية. شكرا أختي. شكرا. العفو. أهلا وسهلا. Tu peux traduire, on va couper et on prendra après un des intervenants. Alors, elle a stipulé qu'il y avait les hôpitaux qui étaient visés, empoisonnés. Il y a des milliers de blessés, des milliers de morts. Donc, on a rappelé les chiffres tout à l'heure. On a des centaines de millions de réfugiés. On a des millions de réfugiés, excusez-moi. On a 1/4 de blessés. Elle a rappelé que chaque 4 minutes, un Syrien est arrêté. Toutes les 10 minutes, un Syrien est blessé. Toutes les 13 minutes, un Syrien est disparu. Toutes les 15 minutes, un Syrien est tué. Chaque jour, 8 enfants sont tués. Et voilà, donc c'est à peu près les chiffres qu'elle a donnés. Ensuite, elle a parlé du rôle de la femme. Donc le rôle de la femme en Syrie est tout autant important que le rôle de l'homme,
C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence à faire. Elle a autant le droit de demander sa liberté que l'homme, avec le rôle de manifestant, d'aide aux blessés, d'aide aux civils et d'accord. à peu près tout. En tout cas, je te remercie, Oussama Barakallahu Fik. J'ai pas le niveau pour pouvoir faire la traduction que tu as faite, même si j'ai compris et j'ai retrouvé certains des mots. Ce qu'on va faire au standard, Mustapha, pour simplifier, étant donné qu'il y a beaucoup de monde qui appelle, on ne va prendre que les gens qui étaient prévus et que Bayan nous a cité par exemple, parce que sinon on ne pourra pas prendre tout le monde. On essaye de faire la plus longue émission possible, mais tu peux nous rappeler, c'est Omar. Omar, si on a un Omar, on le fait passer prioritairement, surtout qu'on veut évoquer la personne qui a... C'est une des personnes qui était prévue. D'accord, on l'a fait passer. Allô? Vous pouvez interviewer les personnes qui appellent. Oui, allô, salam alaikum. Wa alaikum salam. Vous êtes en direct sur Pastel FM. Salam, salam. Qui est avec nous? C'est Alors, je suis Zatrash Ahmad, étudiant à Strasbourg. Donc, salam alaikum Ahmad. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer comment le temps que vous avez mis pour arriver en Syrie, quand tu es arrivé, quelle a été la situation, les difficultés rencontrées, etc. Bismillahirrahmanirrahim. On a démarré à Strasbourg la semaine dernière. C'était donc vendredi. On est parti avec 2 camionnettes. Donc chaque camionnette un chauffeur et en direction de la Syrie. La camionnette était pleine de donations pour la Syrie, enfin particulièrement des vêtements, un petit peu de nourriture, un petit peu de médicaments et beaucoup de matériel paramédical. Donc jusqu'à là tout allait bien. Donc on a démarré, on nous a donné un plan de route, un itinéraire et tous les papiers nécessaires. Donc on s'est dirigé ensuite donc vers la Suisse, vers l'Italie, où on a rattrapé le bateau de justesse et on est arrivé donc en Grèce. Donc le parcours en Europe était assez facile, donc on n'a pas de chambre. Jusqu'à là tout allait bien, jusqu'à la frontière turque. Donc la frontière turque avec les 2 camionnettes plein de chargements humanitaires a été vraiment un vrai calvaire. On a dû patienter pendant presque 2 jours et demi. Alors la principale difficulté, c'était qu'en fait ils ont vraiment compliqué l'acheminement de matériel humanitaire jusqu'en Syrie. On passe par un responsable qui n'est pas sur place. Et sur place, personne en fait ne s'occupe de vous quoi. C'est-à-dire que si vous ne connaissez pas la procédure, c'est très compliqué. Donc heureusement dans l'association on avait donc des contacts qu'on va appeler régulièrement, soit en Turquie, soit en France, qui nous ont eu un petit peu aiguillés. Donc au final, ça a été on va dire qu'on était une balle de ping-pong qu'on balançait entre tous les bureaux de la frontière pour éviter les problèmes, parce que voilà, c'était en fait ils nous demandaient de payer une somme non justifiée, mais qui disait comme quoi c'était les frais de procédure. Et qui vous demandait ça? On a patienté pendant 2 jours et demi. Est-ce que c'est les Turcs qui vous demandent? On a fait la connaissance d'une autre association, le FOSF, pardon. Ils étaient venus avec 3 véhicules légers, avec des médicaments, et ils ont eu le même calvaire. Donc en fait, il y a la frontière turque qui rend vraiment très très compliqué l'acheminement de secours humanitaires et de matériel humanitaire pour la Syrie. Et tout ça pour en plus essayer de gagner du bénéfice sur ce qui passe, donc les taxes et tout ce qui s'ensuit. Et donc on a pu dormir sur place. Donc on s'est débrouillé, les matelas, patience, on appelle. Et au final, on est passé, donc on est arrivé à la frontière dimanche. Et on est sorti de la frontière mardi soir. Est-ce que tu peux nous expliquer qui garde la frontière syrienne? Alors, justement, j'allais en venir. En fait, on a traversé la Turquie et on est arrivé de l'autre côté de la frontière, donc la frontière turque, mais pas grecque, mais turco-syrienne. Et là, c'est rebelote, des problèmes, des papiers, personne ne veut vous faire passer. Secours islamique qui nous dit comme quoi on doit tout leur donner ou sinon il n'y a rien qui se passe. Et d'un autre côté, le transit normal qui nous dit comme quoi la Syrie n'est pas sûre et personne ne doit transiter. Donc au final, avec l'intervention des responsables d'association et le Wali qui s'occupe des secours pour la Syrie à Gaziantep, on a pu convenir d'un marché avec le secours islamique
en fait, on leur donnait ce qu'on avait de manière officielle. Donc dans les papiers, eux, ils ont des dons. Et ensuite, on passe la frontière et de l'autre côté, ils nous les redonnent. Donc voilà, tout ça, c'est pour contourner les problèmes que nous imposait la procédure. Et au final, on a passé toutes ces épreuves. On s'est dit, il y a encore la frontière turque, la frontière syrienne. Donc on passe le sorte de pont avec les barbelés et on voit flotter 2 drapeaux de la Syrie libre. L'emblème des 2 étoiles rouges avec les bandes blanches, vertes et noires. Et quand on arrive à la frontière, on voit quelques hommes armés, une porte ouverte, ils sont assis, discutent. On voit quelques petits véhicules légers avec de l'anti-blindage. Et quand on arrive, je suis en train de filmer. Donc la première caméra, la voiture qui passe en face de moi, elle passe normalement, sans aucun contrôle. Ils souhaitent la bienvenue en Syrie et c'est tout. J'arrive ensuite, ils me demandent pourquoi je filme. Je lui explique comme quoi c'est pour montrer comme quoi le voyage, etc., pour expliquer un peu plus tard. Et ben, ça fait plaisir un petit peu parce que c'est la première fois que quand on arrive dans un pays, on nous dit ahla wa sahla. On vous pose pas plus de questions. Voilà, vous êtes les bienvenus en Syrie. Donc à la frontière turque, en fait, c'est l'armée libre qui la contrôle. Et l'entrée, on va dire que c'est le plus dur, c'est d'aller arriver jusqu'à cette frontière-là. Parce que l'armée du côté syrien, vous n'avez aucun problème à rentrer à ça. D'accord. Donc voilà pour la frontière. Et là, ça va, vous n'êtes pas trop fatigué après ce périple-là? Ah, mais quand on arrive sur place, après, on oublie notre fatigue, on voit la fatigue des gens. Merci pour ce que vous faites. La fatigue, elle a duré une semaine, enfin, elle a duré encore, mais quand on voit tous les gens là-bas, ben, leur quotidien, c'est de voir que la livre syrienne, par exemple, elle augmente tous les jours de manière incroyable. Dans le sens où maintenant, les gens, ce qu'ils font, ben, ils arrêtent de vendre. Parce que la livre syrienne est dévaluée de jour en jour. Donc on a tous les commerçants qui gardent leurs marchandises dans leur entrepôt et plus personne ne vend. Et on voit les gens aller faire leurs courses ailleurs ou bien tout simplement, ben, ils commencent à se planter, etc. Ils commencent à essayer de survivre. Parce que voilà, au niveau économique, le pays est détruit actuellement. C'est-à-dire que même si maintenant le côté de la frontière, en fait, il est sous contrôle de l'armée libre, le côté économique, c'est très 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 difficile. D'accord. C'est-à-dire que les gens, ben, voilà, c'est pas vivable, quoi. Il y a pas mal de monde qui t'écoute. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens qui voudraient faire des dons ou ceux qui hésitent? Qu'est-ce que tu pourrais dire pour vraiment les convaincre? Alors, on fait un appel aux dons en direct là. D'accord. Ben alors je vais un petit peu dire ce que j'ai ressenti quand je suis arrivé. J'avais l'habitude de mon confort à Strasbourg, donc en France, et je pensais que j'étais pas si bien logé que ça. Donc quand je suis arrivé, j'ai vu qu'il fallait faire plusieurs kilomètres pour charger son téléphone portable. Il fallait attendre un petit peu de temps pour avoir de l'eau. Il fallait marcher avec une lampe de poche dans la rue parce qu'il n'y avait aucune lumière dans la ville. Que tout était fermé à partir d'une certaine heure parce qu'il n'y a plus personne dans la ville et que si on veut aller faire les courses, il faut aller en Turquie. Et s'il faut aller en Turquie, il faut s'abaisser à des checkpoints qui ne sont pas légitimes. C'est-à-dire que on veut aller, ben, il y a des files et des files d'attente, des fouilles, etc. juste pour aller en Turquie. Pour aller faire ses courses et revenir, alors qu'il y a quelques années, vous étiez un pays souverain. Ben, sans compter toutes les personnes qu'on rencontre qui, chacun, ben voilà, des maladies bénignes en France où voilà, c'est très facile à soigner, et ben soudain ça devient des causes de mortalité. C'est un petit peu révoltant dans le sens où on se dit voilà, une petite maladie bénigne, une petite grippe, ben ça peut se transformer en un vrai cauchemar. D'accord. En tout cas, merci pour ton témoignage et j'espère que ça va permettre à des gens de faire un don à www.freesyriaville.fr et le temps passe très vite. Un dernier témoignage peut-être. Oui, vas-y. Allô? Oui, vas-y, on t'écoute. Excusez-moi parce que je vous entends très mal. Juste pour vous dire qu'en fait, le soir, j'avais l'habitude d'entendre pas grand-chose, mais là, en fait, il y a une berceuse tous les soirs. C'est des bombardements aériens et on se demande si c'est pas la maison d'à côté ou si c'est pas l'épicerie d'à côté, parce que c'est vraiment impressionnant. Ça vous réveille. Vous êtes dans une maison, ça vous réveille, le sol il a bougé et vous vous demandez où ça vient. Vous avez l'impression que c'est juste à côté. Après, on vous explique qu'en fait, non, c'est à 5 km. Mais comme c'est des missiles énormes, ben, ça détruit des pâtés de maison. Donc, les gens, voilà. On va dire que quand ils arrivent, ils ne vous demandent pas 10 000 choses. C'est juste de pouvoir les aider à survivre, quoi. Voilà,
Je pense que c'est notre devoir, c'est le minimum à faire. Quoi. Comment est-ce que vous circulez sur place? Est-ce que vous êtes escorté? C'est sécurisé? Est-ce que la ville dans laquelle vous êtes, elle est entièrement libérée? Alors, la zone actuellement au niveau de Azez, donc c'est la ville où j'étais, c'est une zone qui est complètement libre. Quand je dis complètement libre, c'est-à-dire qu'il y a quelques forces armées légères et on va dire les guerres de tranchées, donc les guerres de territoire où on veut empêcher l'ennemi d'avancer. Donc là où il y a beaucoup de militaires, elle se situe principalement à Halab et aux alentours, et actuellement au niveau de l'aéroport de Azez. Donc l'aéroport de Azez, c'est un aéroport qui est libre, mais qui est constamment bombardé tous les soirs pour pouvoir empêcher les Syriens d'avoir une aide aérienne possible. Et pour circuler, c'est beaucoup plus compliqué parce que c'est simple, il n'y a plus de taxi et on ne peut pas circuler si on ne connaît pas quelqu'un. Si on ne connaît pas quelqu'un, c'est compliqué de circuler parce que le pays il traverse une crise, donc on ne sait pas qui faire confiance, il n'y a plus de taxes réglementaires. Et le pétrole est devenu très très cher. Bref, tout ce qui était très très simple avant devient très très compliqué. Et plus la situation continue, moins on les aide, et plus ça empire, et plus c'est difficile de revenir en arrière. D'accord. En tout cas, merci pour ton témoignage. Merci pour ce que tu fais. Barakallahu fik. Et j'espère que ça va donner de l'encouragement à toutes les personnes qui souhaitent faire des choses. Et voir un jeune comme ça prendre une camionnette, traverser l'Europe pour aller se rendre en Syrie, c'est vraiment un acte de bravoure. Et si toi tu estimes que c'est peu, si plusieurs personnes font ce que tu fais grâce au mouvement associatif qu'il y a en France, c'est des petites choses qui s'accumulent et qui font changer les choses. Je veux juste préciser, maintenant ce que je pense qu'on a le plus besoin n'est pas des vêtements comme ce que j'ai ramené, mais c'est tout simplement de la liquidité, de l'argent pour pouvoir aider plus précisément. Parce que les vêtements, ils commencent à en avoir beaucoup. Là, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir des choses qui sont plus précises, plus ciblées. Et celles-ci, on ne peut pas les avoir uniquement avec des dons matériels. Il faudrait de l'argent pour pouvoir acheter le besoin tout de suite. D'accord. Donc c'est pour ça qu'on fait un appel aux dons, www.freesyrialil.fr pour faire des dons. Barakallah, on fait que... Omar. Salam alaikum. On aimerait bien rester plus longtemps et il est déjà 51 et si on veut essayer de caler tout le monde, je suis désolé, je suis un peu le maître du temps par rapport à ça, il est 22h passé de 51 minutes, un témoignage extraordinaire, poignant, vraiment je suis impressionné par ces deux frères, un autre frère qui est avec lui, ça s'appelle comment? C'est Omar, mais moi ce que je veux juste dire, parce qu'Omar je le connais, il a une vingtaine d'années quoi. Il a 26 ans. Il a 26 ans, je l'ai vu la semaine dernière, on s'était vu à Rouen, et quand il y a un machallah. Juste machallah, parce que il est étudiant, et il fait ça sur son temps. Un grand monsieur, franchement, et merci à tous ceux qui l'ont aidé en coulisses pour ça. www.freesyrialil.fr. On va prendre au téléphone tout à l'heure que les personnes qui sont dans notre shortlist, on est désolé. On remercie la sœur qui a appelé tout à l'heure, Madame Moufti, qui a expliqué un certain nombre de choses. Donc je suis avec Bayan, Oussama, Amr, Mustafa et j'ai oublié le prénom. Yaman. Donc qu'est-ce que vous voulez rajouter par rapport à ce que vous aviez prévu de dire en attendant le coup de fil des autres? Donc vas-y. En fait donc Omar, c'est pas Free Syrialil qui l'a envoyé, mais c'est un exemple en fait de ce que les associations syriennes font aujourd'hui en France. Donc, quand vous financez pas forcément Free Syrialil, mais n'importe quelle association, voilà ce qu'ils font. Ils envoient vraiment des aides à l'intérieur même de la Syrie aux gens nécessiteux. Directement, c'est impressionnant. Oui, directement. Il a besoin d'argent. Oui. Parce que... Mais moi, je suis impressionné. Un jeune comme ça qui part en association, je veux dire. Mais c'est parce que nous, enfin, les personnes d'origine syrienne finalement qui ont vécu toute leur vie en France. On a toujours été touché par la question syrienne. Je veux dire, on n'est pas né syrien avec le début de la révolution. Ça fait depuis qu'on est né qu'on sait ce qui se passe en Syrie, qu'on sait que c'est une dictature et qu'on est sensibilisé. En fait, on est, je sais pas pour mes frères qui sont ici, mais la Syrie on la connaît que par ce qu'on nous raconte
C'est pour ça que maintenant, au niveau des associations, les jeunes aiment partir voir de eux-mêmes justement ce qui se passe et témoigner comme a fait le frère Omar. Donc là, nous on écoutait Omar, excuse-moi, on écoutait Omar, mais on était tous presque jaloux parce qu'on l'envie parce que lui il est en Syrie, il touche cette. On peut envier son courage. Moustapha, on a quelqu'un qui est dans la shortlist. Oui, alors allô? Oui, allô? Salam alaikum. Wa alaikum salam. Vous êtes? Ralia de SFP. Donc SFP, c'est Syrian Fund Paris, c'est une association pour la Syrie aussi, apolitique, que humanitaire, et je vais laisser Ali en parler et de son vécu. On vous écoute, vous avez quelques minutes. Allô? D'accord, donc il y a 2 intervenants. La deuxième personne, c'est oui, allô, salam alaikum. Salam alaikum. Donc moi je suis Soraya. Aussi de la même association. D'accord, donc on a réussi finalement à avoir deux. Alors on vous écoute, toutes les deux, vous êtes techniquement on a réussi à mettre 2 personnes sur la même ligne. Alhamdoulilah, on vous écoute. Alhamdoulilah, tant mieux, parce que justement avec Alia on faisait toutes les 2 parties du groupe de bénévoles en Syrie. Donc notre association ne prend pas parti politique ni religieux, on y va uniquement, on a 2 cibles en fait. La première c'est d'aider en premier en urgence les victimes civiles qui se trouvent en Syrie, et tout particulièrement les enfants ou les familles qui n'ont plus de ressources, c'est-à-dire un père qui ne fait plus partie de la famille ou un mari qui ne fait plus partie de la famille. Notre deuxième objectif sur place était également une communication. Allô? Oui, non, on a perdu la deuxième personne, mais continuez. Également était en fait on part du principe qu'en France on est assez mal renseigné sur ce qui se passe réellement là-bas, et c'est vrai que quand on y va, on se prend une bonne claque, parce que compte tenu du fait qu'on savait un petit peu à quoi s'attendre, mais la vision des choses est toujours différente sur place. Donc notre deuxième objectif était de récolter un maximum de témoignages, d'approcher ces gens quelques moments avec eux pour essayer de les comprendre un petit peu mieux et d'apporter leurs témoignages en France via des photos, via des témoignages écrits, via des vidéos. Et voilà, et c'est vrai qu'ils avaient tous une histoire derrière, ils avaient tous un passé à partager, et ça a été assez riche, mais en même temps assez pénible également. La deuxième sœur, qu'est-ce qu'elle peut ajouter, celle qui est en ligne, qu'on a récupérée? Oui, qu'en fait, quelles que soient les conditions qu'on a pu voir, le peuple est resté un peuple digne qui vivait quand même dans une misère, et quelle que soit la description qu'on va pouvoir faire ou qu'on peut faire, ça va être rien du tout, ça représente rien du tout de la réalité, même pas 1%. C'est-à-dire que nous, on suivait beaucoup les informations avant d'y aller. Et quand on est parti là-bas, on a quand même eu le choc de voir la différence de ce qu'on entend et de ce qu'on a vu. Il y a une très très grande différence. Et c'est vraiment, comment dirais-je, ils vivent vraiment dans des conditions de vie très difficiles, dans des conditions sanitaires qui sont médiocres. Ils n'ont pas d'eau, pas d'électricité, aucune intimité. Les 3/4 des réfugiés n'ont pas de nourriture. On ne sait même pas comment ils font pour se débrouiller. Ils vivent à plus de 10 dans une tente de même pas 4-5 mètres carrés. Et pourtant, ils gardent le sourire avec tout ce qu'ils ont vécu. Et c'est tout à leur honneur. Mais bon, ils comptent quand même sur nous pour les aider et pour leur apporter, pour leur améliorer ne serait-ce qu'1% de leur quotidien. Et je pense que c'est très important de le dire, que quoi qu'on puisse dire, ça représentera jamais. On a un problème technique, la deuxième sœur peut continuer. Quoi qu'on puisse dire, quoi qu'on puisse faire, qu'est-ce qu'on peut compléter? Effectivement, moi, si je rejoins Alia sur le fait que ce soit des gens très dignes, parce que c'est des gens qui voulaient, ils nous le disaient eux-mêmes. Enfin, nous, on était des gens comme vous. La plupart, c'était des ingénieurs. La plupart ont dû parfois ont vu leurs études s'arrêter d'un coup. Donc quelque part, quand on essaye de leur donner de l'argent liquide, ils refusent, parce que bon, ils ont du mal un petit peu à accepter. Par contre, des packs alimentaires, c'est autre. Ils sont extrêmement dignes. C'est d'abord sensibiliser la
international parce qu'ils se sentent extrêmement isolés. Et ça, c'est ce qu'on nous disait tout le temps. On est extrêmement isolés. Où sont les Arabes? Qu'est-ce qu'ils font? On a l'impression qu'on ne nous voit pas, qu'on ne nous regarde pas. Voilà, c'est vrai que quelque part, nous, quand on entend ce genre de choses, on est un petit peu mal parce que quelque part, on se sent impuissant face à eux. Nous, on est une petite structure. On est parti avec une somme qui n'est pas comparable par rapport aux grosses structures, mais voilà, c'est vrai que on se sentait très très impuissant face à ces gens. D'accord. Et là, pour terminer, est-ce que vous êtes encore en ligne? Qu'est-ce que vous faites concrètement là maintenant? Vous ramassez des dons? Que vous sensibilisez? Voilà. Et nous, ce qu'on fait exclusivement, c'est collecte de dons. On aimerait profiter surtout de ce mois de Ramadan qui quelque part devrait nous rappeler un petit peu ces gens-là et devrait nous pousser à être un petit peu plus généreux. Nous, ce qui nous a un petit peu écœuré à notre tour, c'est de voir les gens aussi indifférents, pas tous heureusement, mais beaucoup sont très indifférents, beaucoup ont les yeux fermés sur ce qui se passe là-bas. Donc sincèrement, on aimerait que les gens soient un petit peu plus sensibilisés durant ce mois sacré de Ramadan et surtout pendant l'Aïd pour envoyer les dons, quelle que soit l'association, que ce soit la nôtre ou une autre association pour la Syrie, mais que ces fonds puissent être amenés sur place et distribués sous forme de denrées alimentaires. Voilà. D'accord. Et la deuxième sœur, qu'est-ce qu'elle peut dire pour conclure, en plus de ça? Pour conclure, ce qui se passe en Syrie, personne ne doit y être indifférent. C'est quelque chose qui doit toucher le monde entier, car ça peut arriver à n'importe qui, n'importe quand, et on n'est pas à l'abri de ce qui est arrivé en Syrie. D'accord. Donc aidez-les s'il vous plaît. Très bien. En tout cas, c'est grâce à des actions comme vous prenez le temps de nous appeler et vous relayez, vous sensibilisez les personnes. Barakallahu fikum. Merci beaucoup pour vos efforts. Merci à vous de nous donner l'occasion de pouvoir en parler. Barakallahu fikum. Et si vous voulez visiter notre page internet, syriansfriendsparis.com. D'accord. Vous pouvez le répéter? syriansfriendsparis.com. Le tout attaché, Syrians Friends Paris. Très bien, merci. On a une page Facebook aussi, SFP, Syrian Friends Paris. Pareil. D'accord. En tout cas, on est très content de voir la communauté syrienne bien organisée, être réactive par rapport à l'actualité. Merci à vous. Je voudrais juste rajouter une chose. Merci aux sœurs. Il faut savoir que statistiquement, les aides humanitaires qui sont dans le pays actuellement, elles proviennent 80% de petites associations comme les nôtres. Donc on a besoin de tous nos donateurs. Donc n'oubliez pas de faire des dons à toutes nos associations. Donc merci à vous et on vous souhaite une bonne soirée. Salam alaikum. On remercie les deux sœurs qui ont appelé de Paris, 23h passées de 1 minute déjà. Bayen, est-ce que tu veux réagir à ce qui a été dit par rapport à ce que tu les connais, toi? Oussama les connaît, mais toi tu... Non, je les connais pas personnellement, mais on a travaillé avec SFP déjà lors de la rencontre du Bourget. Donc voilà, c'est des personnes fiables. Comme disait Oussama, il y a beaucoup d'associations petites. On travaille vraiment au niveau local, vraiment toucher la population. Ici, on commence à connaître, on connaît les gens, on connaît les personnes qui nous entourent, des personnes qui vont nous faire confiance et qui vont donc nous donner plus facilement de l'argent pour pouvoir œuvrer. Donc c'est pas la multiplicité du nombre d'associations, c'est pas un signe de division, mais c'est bien pour pouvoir travailler efficacement. Et chacun a un domaine de compétences plus particulier, chacun va atteindre une zone géographique plus particulière qui fait que avec toutes ces petites associations, on va pouvoir couvrir une bonne partie de la Syrie, on l'espère. Très bien, donc je rappelle, on avait fait l'opération un bateau pour Gaza, 80% des dons étaient équivalents à 1 euro, 5 euros ou 20 euros. Et c'est des milliers de petits dons qui ont pu arriver à la somme de 700 000 euros, et ce qui était incroyable et ce qui est un état d'esprit. Donc ne jamais sous-estimer, comme tu l'as dit. Nous, justement, dans la métropole lilloise, on a beaucoup de tirelires qui sont posés un peu partout dans les commerces. Et bon, moi je suis trésorier et je vois tout ce que ça rapporte ça rapporte une belle masse d'argent quand même. Donc si vous voyez une tirelire, n'hésitez pas. N'hésitez pas, même la monnaie, quelques centimes, des fois ça fait... les pièces rouges, c'est pas grave, on les compte, ça prend du temps, mais... Oui, c'est très bien. Donc je répète, pour la 10e fois, www.freesyrialil.fr, il y a aussi des pages Facebook, on voit toute une activité, une émulation, et vous êtes responsable en tant que personne qui pratique le jeûne de ne pas être indifférent. Effectivement, il y a pas mal de causes, mais on n'oublie pas la cause syrienne, parce que
c'est l'une des causes les plus graves, pour ne pas dire la plus grave, vu que ça a dépassé les 100 000 morts, 300 000 blessés, plus de 2 millions de déplacés. Il y a plus de 100 000 disparus. 100 000 et les disparus, ils font plus pitié que les morts, parce que le mort, au moins, il est tranquille dans sa tombe. Le disparu, on ne sait pas ce qu'il est, et souvent, c'est des situations... On disait tout à l'heure qu'une actualité en chasse une autre, et que ce qui s'est passé en Égypte a fait couler beaucoup d'encre et a quelque part occulté la situation syrienne. Actuellement, on garde une pensée pour les familles qui ont eu un accident dans le train à Brétigny-sur-Orge, mais on regrette que ça prenne toute la place dans les médias et qu'il n'y ait plus de place pour d'autres situations catastrophiques. Et donc, nous, on ne met pas en concurrence, on a une pensée pour toutes les victimes, quelles qu'elles soient, mais on vous demande d'être lucide par rapport à l'équilibre que vous avez dans votre esprit, par rapport à l'actualité et aux causes humanitaires, aussi diverses soient-elles. On a un auditeur qui fait partie de la shortlist. Merci Moustapha, qui est notre firewall. Allô, salam alaikum. Donc je présente le frère, c'est un docteur, donc il est chef de service, c'est un chirurgien généraliste. Il a eu l'expérience d'aller en Syrie et il va nous raconter justement synthétiquement ce qui se passe, ce qu'il a vu et son témoignage. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Voilà, donc je m'appelle Bachir Chami, je suis chirurgien viscéral. Je suis parti en Syrie à 2 reprises. La première fois c'était en octobre 2012 et la deuxième en mars 2013. Je suis allé directement à Alep, dans une zone vraiment qui est bombardée jour et nuit. Il faut dire que dans une grande ville comme ça, dans la partie libérée, il n'y a que des hôpitaux clandestins. Et ces hôpitaux clandestins sont très mal équipés. Donc il y a un manque cruel. Déjà, les locaux ne sont pas adaptés. Sont souvent des immeubles qui ne sont pas dédiés ou qui ne sont pas aménagés pour être un hôpital. Il n'y a pas d'électricité, donc tout fonctionnait sur les groupes électrogènes, avec des appareils qui sont souvent usés, qui tombent souvent en panne. Il faut chercher l'électricien à tout moment pour nous dépanner. Ça consommait énormément de gasoil et le gasoil coûte très cher parce que ça devient le perle rare en Syrie. Malheureusement, le personnel, même travaillant à l'hôpital, c'est pas un personnel souvent qualifié. Donc c'est des gens qui apprennent sur le tas comment soigner, comment faire les gestes qui sauvent ou les pansements ou l'aide opératoire. La plupart même des médecins sont des internes ou des médecins qui n'ont pas fini encore leur cursus d'études. Il y a un manque énorme dans l'instrumentation et l'équipement de blocs opératoires. Je parle de blocs opératoires surtout parce que c'est mon domaine de travail. Donc là, vous devrez travailler avec le minimum d'instruments pour sauver des vies. Ne parlons pas de l'éclairage, la table d'opération et tout ça. Il n'y a pas assez de véhicules pour les utiliser comme ambulance pour transférer les patients. Des fois, parce qu'il y a des patients très lourds qu'on devrait transférer des fois en Turquie. Donc, il y a un manque cruel d'ambulances. Et là, je voudrais signaler une chose, c'est que il y a pas mal de voitures ambulances qui ont été envoyées de l'Europe vers la Syrie. Mais la plupart de ces ambulances ne fonctionnent plus. Après un mois de leur arrivée en Syrie, ils tombent en panne et qu'il n'y a pas les pièces nécessaires, donc on n'arrive pas à les réparer, ça coûte extrêmement cher, donc les gens n'en bénéficient pas. Ça c'est d'une part. Il y a aussi le personnel sont des personnes souvent volontaires qui n'ont pas de moyens, de ressources, donc il faut aussi leur payer pour qu'ils puissent continuer à travailler. Bref, ce que j'ai remarqué là-bas, si vous voulez, avec ce manque quand même, le plus important, c'est vraiment l'argent. Ils ont besoin de l'argent parce qu'avec de l'argent, ils peuvent tout faire. Les médicaments, ils arrivent à les acheter en Turquie. Ils peuvent payer les gens qui travaillent.
ils peuvent acheter des voitures pour les transformer en ambulances, des voitures qui sont de la Syrie même, parce que là-bas la réparation est plus facile, les pièces détachées sont disponibles. Donc moi, quand je suis parti, à chaque fois, je suis parti avec 10 000 euros dans la poche pour pouvoir les aider. La deuxième fois, quand je suis allé, quand j'ai fait don de 8 000 euros à un hôpital pour acheter une voiture pour servir d'ambulance et une voiture de transport, ils étaient ravis. Donc je voulais vraiment passer le message, c'est que le personnel ou les gens à l'intérieur ont besoin de l'argent. C'est très bien d'envoyer des médicaments, des vêtements, des instruments, c'est pas mal, mais ça pose pas mal de problèmes. Le plus simple, c'est d'envoyer de l'argent, et avec de l'argent, ils peuvent tout faire. Voilà, je voulais... Bon, j'ai vécu plein de choses et plein de scènes d'horreur. C'est peut-être pas le moment de parler de tout ça. Mais je voulais quand même vous dire que malgré tout ça, les gens là-bas gardent le moral. Ils ont beaucoup plus d'espoir que nous. Ils sont sûrs que ce régime est fini, mais c'est une question de temps. Il faut absolument les aider. J'appelle aussi mes confrères qui ont des compétences en chirurgie, surtout maxillofaciale et en chirurgie neurologique ou neurotraumatologique, qu'ils cherchent quand même à y aller pour aider cette population en souffrance inouïe. Voilà ce que je voulais témoigner en bref. En tout cas, un grand merci pour ton témoignage très poignant. Barakallahu fik. Je t'en prie. Et j'espère que ça permettra à sensibiliser, les gens. Donc le message est bien passé et on va relayer l'appel aux dons durant cette émission pour que les gens puissent participer. Alhamdoulilah, toi tu t'es déplacé, tu as fait un don et tu as fait preuve de tes compétences. Tu as proposé tes compétences. On a tout à l'heure un jeune Syrien qui a 26 ans, qui a pris une camionnette et qui a été jusque là-bas pour apporter des choses. Alhamdoulilah, c'est une somme d'initiatives qui fait que les choses viennent apaiser un peu la douleur des gens. Et ce sont des petits pansements face à une grande hémorragie, mais pansements quand même. Le fait aussi qu'on ait des personnes qui se déplacent comme Monsieur Chami ou notre frère Omar qui est parti à 26 ans, ça donne aussi de l'espoir à la population syrienne qui se sent délaissée en fait par les gens extérieurs. Donc ne les oubliez pas avec vos dons. Vos dons arrivent et sachez que vos dons arrivent avec votre nom. C'est-à-dire que le fait que vous donnez votre argent, ce qui se passe, c'est que on donne cet argent à une communauté civile et cette communauté civile se débrouille pour trouver les médicaments, se débrouille pour trouver les aliments qui manquent, se débrouille pour trouver de l'eau potable. Et avec ça, ils vous remercient directement. Vous pouvez aller sur notre site, vous verrez la vidéo de remerciement. Barakallahu fik. Salam alaikum. Salam alaikum. On va enchaîner direct, il est 23h passé 12 minutes, donc vous voyez un témoignage très très intéressant. Mustapha, on va prendre quelqu'un, on enchaîne. Oui, allô? Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam. Vous êtes en direct sur Pastel FM, vous pouvez vous présenter? Oui, donc bonsoir. Donc je m'appelle Marwan Al-Bandachi, je suis étudiant à Lille. Mes parents ils sont d'origine syrienne et je suis membre de Syrie à Lille depuis le mois de septembre 2011. Alhamdoulilah. Et donc moi en fait je vais vous parler un petit peu de mon petit voyage durant le mois d'août 2012. Je me suis rendu dans le nord du Liban afin de me rendre compte un petit peu de la situation des réfugiés, de rendre visite à ma famille qui est réfugiée en partie, et puis d'apporter une petite aide aux enfants et aux orphelins et un petit peu d'argent. J'avais rassemblé. Donc oui, j'étais parti à mon compte personnel, mais bon, c'était dans l'optique de rendre compte de la situation, quoi. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Liban, ouais, c'est un pays très très homogène avec beaucoup de diversité, beaucoup de religions.
Et ce que j'ai remarqué cet été, par rapport à d'habitude, c'est que la pauvreté, elle était beaucoup plus présente. Et surtout depuis la révolution syrienne, puisque en général, les mendiants que j'ai rencontrés, 90% c'était des Syriens. C'était des personnes voilà, qui n'avaient rien du tout, puisque ce qu'il faut savoir au Liban, c'est que là-bas, les matières premières, dans tout, que ce soit au niveau légumes, niveau fruits, niveau riz, tout, c'est plus cher qu'en France. Donc par rapport aux revenus qu'ils ont là-bas, c'est invivable en fait. Donc il y en a qui dépendent des aides, et encore, quand elles arrivent à parvenir, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de problèmes aussi sur les aides, et des détournements de la part de personnes, même en Syrie, hein, et ça c'est partout bien sûr, il y a toujours des personnes qui profitent. Mais c'est pour ça que avec Free Syria Lille par exemple, voilà, quand on fait des actions, on sait que c'est avec des personnes de confiance, on fait pas les choses à moitié quoi. Et donc je me suis rendu en fait dans les campagnes libanaises, vraiment au profond, dans le nord du Liban, à la frontière syro-libanaise. Et en fait là-bas c'est vraiment, comment expliquer ça, déjà que la population elle vit avec le strict minimum. Alors avec l'arrivée de Syriens qui ramenaient parfois que des vêtements, parfois rien du tout, hein. Parfois ils traversaient à pied juste parce que il y avait des bombardements, enfin c'était sauf qui peut. Là-bas les gens et tout ce à quoi ils tiennent, c'était leur vie et surtout celle de leurs enfants quoi. Là-bas, ce qu'on pourrait voir en fait dans les immeubles, c'est par exemple des magasins qui donnaient sur la rue, qui normalement étaient loués pour des commerçants. On voyait au moins 4 voire 5 familles entassées, avec pas d'eau potable, il y avait peut-être 2-3 heures d'électricité par jour sur les 24 heures. Parce que ouais, au Liban c'est normal les coupures d'électricité, et pour en avoir en fait il faut avoir une sorte de moteur, on paye des forfaits par mois, il existe des sommes assez importantes, donc pour les conditions de vie niveau eau potable également c'est vraiment désolant quoi. Après bon, il y a des actions, hein. Il y a par exemple une seule ONG islamique qui œuvre dans la région pour donner accès aux soins, donc uniquement aux réfugiés syriens. Et en fait, je suis monté à bord d'une sorte d'un cabinet médical mobile qui se faisait un tour dans les campagnes. Tel jour, ils avaient prévu de passer à ce village à telle heure, donc les gens savaient en fait. Sauf que je me suis rendu compte que au final, il y avait énormément de personnes donc qui avaient voilà des maladies bénignes qui pouvaient soigner grâce à des médicaments, parce qu'ils avaient ce qu'il faut pour des non-médicaments, mais il y avait zéro suivi médical. Il y avait plein de personnes qui se plaignaient d'avoir des maux de tête quotidiens qui pouvaient être tout simplement des symptômes de maladies très graves, mais que pour juste avoir le diagnostic c'était impossible niveau frais, parce que voilà, le Liban c'est tellement inégalé, il y a tellement des inégalités niveau richesse que là-bas si on n'a rien, on peut rien faire quoi. Est-ce que, pour conclure, qu'est-ce que tu pourrais dire à toutes les personnes qui nous écoutent pour les inciter à faire un don? Ouais, est-ce donc que tu pourrais essayer de motiver un peu les gens? Qu'est-ce que tu pourrais dire? En fait, là, ce que je vous ai raconté, c'était une partie de la réalité, et ça date du mois d'août 2012. Et de ce qu'on m'a dit, c'est que la situation s'est beaucoup plus empirée, beaucoup plus de gens, beaucoup plus de mal, et nous, on projette d'aider à l'intérieur de la Syrie, mais avec chacun de notre famille, on fait également des actions, et nous, on a besoin en fait d'argent tout simplement pour transmettre. Très bien. Pour transmettre aux gens. Quoi. Pour rajouter ce que tu dis, Marouane, donc Marouane il parlait donc de la situation des réfugiés dans une partie du Liban. Il faut savoir que en Jordanie, par exemple, l'état des réfugiés c'est catastrophique. On a
la deuxième ville de Jordanie est devenue le camp de réfugiés des Syriens qui s'appelle le Zaatari. Il dépasse maintenant les 450 000 réfugiés. La deuxième plus grande ville de Jordanie, sous détente, sans eau, sans médicaments. Comme vous savez, hein, c'est toujours des petits groupes qui viennent petit à petit, qui viennent aider. Vous avez des associations humanitaires d'ampleur internationale, bien sûr, mais c'est rien comparé aux besoins. J'aimerais réagir sur aussi les réfugiés en Jordanie. Enfin, moi, je suis allée l'été dernier, effectivement, on a vu une arrivée massive de Syriens. Il y en avait vraiment, déjà qu'il y en avait, la Jordanie est un pays qui accueille, il y a beaucoup d'Irakiens, des Palestiniens, donc c'est déjà un pays qui accueille les réfugiés, et là, il y a des Syriens aussi, mais là, vraiment, le nombre a explosé, et ça a aussi entraîné une flambée de l'immobilier. Les Syriens n'ont pas d'argent pour se loger, l'électricité coûte énormément d'argent, tout coûte de l'argent, et tout a augmenté avec leur arrivée, donc ils ont la sécurité, effectivement, il n'y a pas de bombardement, ils vont pas se faire tirer dessus, mais ils peuvent pas vivre non plus. D'accord. Voilà un petit peu. Marwan, barakallahu fik, merci pour ton témoignage. Allah barik fik, pas de souci, avec plaisir. Salam alaikum. Alaikum salam. Donc voilà, Marwan vient clôturer la liste des intervenants. On remercie Mustapha pour le coup de main et Farouk. Donc vous avez vu une palette de témoignages qui vous donne un panorama, mais ce panorama n'est rien si vous étiez sur place à voir la catastrophe humanitaire. C'est un crime contre l'humanité qui s'opère actuellement à quelques heures de Paris. Des êtres humains, des hommes, des femmes, des vieillards, des enfants souffrent, sont torturés, mutilés, et la situation est très très grave. Il y a plus de 100 000 morts officiels, et encore plus toutes les personnes que vous avez dit qu'on ne pouvait pas compter. Donc les gens qui n'ont pas d'état civil, les gens qui sont disparus, plus de 100 000 disparus, 300 000 blessés. Simplement pour faire un petit aperçu avant la fin, on a le nombre d'enfants tués, jusqu'à maintenant on est à 6 888. Le nombre de femmes, 6 250. Le nombre de morts sous la torture, 2639. Nombre de blessés, 127 300. Le nombre de prisonniers, 245 380. Vous imaginez ce nombre-là. Le nombre de disparus, plus de 100 000. Il faut préciser que les statistiques qui sont citées, c'est le chiffre inférieur. C'est-à-dire que fourchette basse. C'est au moins ça. Ce sont les personnes recensées. Probablement beaucoup plus. Ce sont les personnes recensées. Donc j'en ai parlé au tout début, il y a des personnes sans état civil qui ne sont pas recensées auprès de l'État, qui n'ont pas d'identité. D'accord. Donc 23h passées 21 minutes, vous l'avez bien compris, donc c'est une soirée spéciale Syrie et elle méritait au moins ça, la Syrie, qu'on lui accorde une soirée, mais on va continuer à en parler régulièrement dans d'autres émissions. www.freesyrialille.fr. Je suis avec Oussama et Bayan et Amr et Yaman, c'est toujours le prénom, excusez-moi. Simplement, Free Syria Lille, n'hésitez pas à venir nous visiter. On a une page Facebook, on a le site internet qu'on n'a pas arrêté de répéter. On a besoin de vos dons. Faites des dons, même si c'est 1 euro, faites-le quand même. Le peu que vous pouvez donner, faites-le. Ça fera toujours des ruisseaux qui feront Inch'Allah des grandes rivières. Et c'est comme ça qu'on alimente une dynamique collective. Juste si je peux donner un exemple, en fait, vu qu'on parlait de la situation médicale, en fait, avec le docteur Chami, un exemple de ce que nous on fait à notre niveau. Il y a eu par exemple près d'Alep, il y avait un village Soran pour lequel on a financé un peu le centre médical et on a réussi à leur acheter des plaques de radiographie pour pouvoir diagnostiquer le minimum, les fractures c'est des traumatismes extrêmement courants. On a aussi financé leur laboratoire d'analyse médicale. On a aussi financé par exemple des dialyseurs, des appareils de dialyse, parce que les maladies chroniques en Syrie actuellement, il y a énormément de malades qui sont malades chroniques, par exemple, qui ont une nécessité d'être dialysés 3 fois par semaine et qui n'ont plus les structures médicales suffisantes. Donc, concrètement, on arrive quand même à donner un petit coup de pouce. D'accord. Grâce à vos dons. Barakallahu fikum. En tout cas, alors le mot de la fin, parce que là, ça va faire 2 heures qu'on est ensemble, moins la petite pause qu'on a utilisée pour couper le jeûne, et Inch'Allah qu'il soit accepté et prier, c'est-à-dire que lorsque vous priez aussi, vous n'oubliez pas la Syrie dans vos doigts. Et il y a encore beaucoup de monde qui prie et qui se prosterne en ne demandant rien du tout. Et je crois que c'est une énorme responsabilité qu'on a, que d'avoir le visage face à celui de Dieu et d'appeler, de demander des choses pour les gens de la famille, les voisins, les amis, les ennemis, tout,
On n'oublie personne et on ne peut pas oublier la Syrie, qui est Bled Sham, qui est vraiment un pays magnifique, puissant, qui a une place importante dans la culture arabe, encore plus dans la culture musulmane. C'est le berceau de l'humanité, n'oublions pas. C'est le berceau de l'humanité. C'est la Mésopotamie qu'on nous rabâche depuis la 6e sans en dire que c'est la Syrie. Mais le berceau de l'humanité, c'est pas la Corne de l'Afrique? Non, ça c'est l'origine de l'homme. D'accord. Parce qu'il y a toujours ce débat entre origine de l'homme, origine de l'humanité, mais peu importe, on sait que... On est tous frères. Voilà. Frères, et Adam et Ève, lorsqu'ils ont été posés sur Terre, ils ont été posés à distance, ils se sont cherchés. Il y a d'autres questions que la Syrie. Il y a, dans le monde entier, on a la Birmanie, on a énormément d'exemples partout dans le monde. Là, actuellement, la Syrie, c'est un effet nouveau, donc il ne faut pas les oublier, c'est très dur pour eux. D'accord, donc pour la Birmanie, on recevra Omar Taoufik, que je salue si quelqu'un le connaît, qui viendra au nom de Baraka City. On n'oublie pas la Palestine, qui continue de souffrir. C'est le combat d'une génération. On disait tout à l'heure que l'Irak et l'Afghanistan étaient aussi sous les bombes et sous des attentats. La situation est terrible en Égypte, où on est au bord de la guerre civile, et Inch'Allah, on n'espère pas que le scénario algérien condamne le pays à une guerre civile. Et on pense à tous nos frères et sœurs qui souffrent partout dans le monde. Il y en a peut-être même chez nous, pas loin de chez nous. Peut-être notre voisin souffre, on ne le sait pas. Donc on a la responsabilité de lui sourire et de prendre de ses nouvelles. Je remercie Farouk pour la technique, Mustapha et les deux frères qui les ont assistés. Merci à vous pour ce que vous faites. Ça serait tellement plus simple que de passer une soirée avec sa famille à discuter, à couper le jeûne. C'est un moment de fraternité et d'oublier les autres. Ce serait tellement plus simple d'aller faire taraweh et de se ranger dans les rangs et de ne pas se mobiliser, même si il faut faire taraweh, c'est très important, mais il faut faire les deux. Il faut faire à la fois taraweh et à la fois ce que vous faites. On ne fait pas l'un ou l'autre, mais on essaie de faire l'un et l'autre. Il faut tout compléter. Il faut tout compléter. Barakallahu fik, ça sera le mot de la fin. Je vous remercie, vous étiez avec Hamza sur Pastel FM. Je salue tous les frères de l'ARD qui nous entendent, les sœurs de l'ARD LFM. Je remercie Pastel FM, son bureau, son président Slimane Tir, Christian Azaoui, Ali Rani pour l'organisation de ces programmes très chargés pendant la période de Ramadan. www.freesyrialil.fr pour faire des dons. Le peu que vous pouvez faire, faites-le. Dans les repas de famille, il y a toujours 1 milliard d'arguments pour ne pas faire. Cherchez-en un pour pouvoir faire, Inch'Allah. Merci, salam alaikum, à bientôt. Merci à sur les ondes de Pastel FM, salam alaikum.